Allez, bon, on va attaquer tranquillement, puis ceux qui nous rejoindront en route, bah, y a pas de souci. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire une petite formation sur la sédation, l'anesthésie, puis j'ai fait une petite partie réa à la fin, voilà, juste rapidement. Le but, c'est de vous aider à mieux réappréhender les différentes molécules d'anesthésie qui sont à notre disposition. Bon, c'est jamais exhaustif, hein, mais bon, c'est pour revoir quand même les grandes choses, donc les grands concepts de l'anesthésie et de la sédation, les molécules qui sont à notre disposition, et puis après aussi tout ce qui va être préparation et surveillance de l'anesthésie pour qu'on soit toujours dans un contexte le plus on va dire, le plus favorable possible pour aborder la sédation et l'anesthésie, que ce soit aussi bien à domicile qu'en clinique. Comme à chaque fois que je fais des formations, je vous rappelle que ces présentations, elles sont préparées avec amour par mes soins. Donc pour des raisons de propriété intellectuelle et aussi de droit d'image, parce que des fois j'utilise des images qui ne sont pas à moi, je vous demande de ne pas diffuser. Globalement, on vous demande toujours de ne pas diffuser les formations qu'on propose en interne juste pour vous. J'ai coupé les micros de tout le monde, mais surtout, vous n'hésitez pas à intervenir, soit par le chat, soit par directement en intervenant à l'oral, si vous avez des remarques, des questions, voilà, des choses à nous partager. N'hésitez pas, que ce soit le plus interactif possible. Je vous ai remis ici le plan de la présentation que je vais vous faire. Donc, on va revoir pardon, les concepts généraux de l'anesthésie, toutes les molécules, enfin les principales molécules qu'on a à notre disposition. Je vous ai mis quelques exemples de protocoles, parce que je sais que c'est souvent une demande qu'on peut avoir. Après, on a aussi toute une partie sur bah voilà, la gestion de l'anesthésie dans son ensemble, donc la préparation, la surveillance du patient, et à la fin, la petite partie réa. Hop, allez, c'est parti. Donc, pour introduire cette petite formation sur l'anesthésie, c'est vraiment un acte qui est super courant en médecine vétérinaire pour beaucoup de raisons. C'est toujours associé à un risque qui est plus ou moins important selon le contexte, selon le patient, selon ce qu'on a à notre disposition, mais c'est jamais un acte qui est anodin. C'est une source de stress qui est parfois une source de stress très importante pour les vétérinaires. Euh, donc, ça peut vraiment nous poser problème dans notre gestion au quotidien. Et le fait de bien connaître la théorie sur l'anesthésie et de bien maîtriser les molécules qu'on utilise, ça nous permet en fait d'être beaucoup plus serein et, et de gérer beaucoup plus facilement ces sédations et ces anesthésies. Donc, on va avoir quelques concepts très très généraux sur l'anesthésie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'anesthésie? C'est la perte totale de sensibilité dans toute ou partie du corps. C'est un processus qui est réversible et qui est induit par un agent pharmacologique. Donc il y a les anesthésiques centraux qui vont avoir une action centrale sur le système nerveux central. Il peut y avoir des actions qui sont locales ou régionales sur le système nerveux périphérique, mais dans ce cas-là, on n'a pas de perte de conscience. C'est une anesthésie locale ou loco-régionale. Et puis après, l'anesthésie, c'est aussi la partie de la médecine qui est dédiée à la gestion de la douleur. C'est pas trop là-dessus qu'on va s'axer aujourd'hui. Si vous voulez revoir plus cette partie-là, on avait fait en janvier une partie sur l'analgésie, pardon. Donc vous pouvez retourner voir le replay si vous avez envie ou besoin. Au niveau définition, donc l'analgésie, c'est la perte de sensibilité douloureuse qui est différente de la narcose, qui est la perte de conscience provoquée artificiellement par des médicaments. On va aussi parler de catalepsie dans le cas d'une sensation de dissociation corps et environnement. C'est ce qu'on va voir notamment avec les anesthésiques dissociatifs comme la kétamine, comme le chien sur la photo qui est en train de faire un bad trip à la kétamine. Et puis après, on va aussi parler de sédation, qui est un état de dépression du système nerveux central. Donc ça veut dire que l'individu il est hyporéactif, mais il reste conscient. Donc ça, c'est quand même important parce qu'on peut avoir des réactions sur un animal qui est sédaté profondément, mais qui n'est pas endormi. On peut avoir par exemple un animal qui se met à mordre si on met les mains dans la bouche. Ça ne comprend pas non plus aussi tout ce qui va être analgésie. Donc c'est vraiment différent. Il faut bien faire la part des choses dans tout ça. Les objectifs à atteindre lorsqu'on fait une anesthésie, c'est la triade de l'anesthésie, dans laquelle on va vouloir une analgésie, donc une perte de sensibilité douloureuse,
plus ou moins importantes selon la procédure qu'on a réalisée, une narcose, la perte de conscience et une myorelaxation, myorésolution, donc une relaxation musculaire. Tout ça, évidemment, est à balancer en fonction du cas et donc de l'intensité recherchée de cette triade de l'anesthésie. Et puis, on aimerait que ces effets ils soient réversibles. Dans quel contexte on va être amené à anesthésier un animal, nous, vétérinaires urgentistes? Il y en a beaucoup. Évidemment, on va avoir tous les animaux agressifs ou voire sauvages pour des gestes vraiment courants, des gestes chirurgicaux, des gestes médicaux, des gestes diagnostiques. Des fois, c'est simplement pour réduire le stress de l'animal. Il y a vraiment énormément de situations où on est amené à sédater, voire anesthésier nos patients. Les enjeux de l'anesthésie, c'est quoi? Donc, on l'a dit, il n'y a pas d'anesthésie sans risque. Le premier objectif, ça va être déjà de ne pas tuer l'animal. Donc ça, c'est con, mais c'est quand même important. Il y a des molécules à des moments qui vont être contre-indiquées et il faut le savoir pour essayer d'adapter au mieux notre protocole. Ensuite, évidemment, il faut que cette anesthésie, elle nous permette de faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc, il faut que les doses soient suffisantes, mais il ne faut pas trop non plus pour essayer d'avoir le moins d'effets secondaires possible. Et puis, c'est pas anodin, il faut penser aussi à assurer la sécurité du personnel. C'est des molécules qui sont toxiques, et notamment pour tout ce qui va être anesthésie volatile. Il faut faire attention à soi et aux personnes qui bossent autour de nous, et puis parfois aux propriétaires. Les différents types d'anesthésie qu'on va retrouver, donc on a dit il y a l'anesthésie locale, on a une perte de sensibilité vraiment limitée à une partie très circonscrite du corps. Donc on va avoir des crèmes anesthésiques comme l'EMLA, ou on peut faire des fois des infiltrations sous-cutanées, par exemple les traçantes de lidocaïne, dont on reparlera vite fait tout à l'heure. Après, on va avoir les anesthésies régionales, où là c'est une perte de sensibilité dans une région définie du corps par blocage des nerfs sensitifs. Donc là, on va retrouver par exemple les anesthésies épidurales qu'on va faire entre L7 et S1, souvent avec de la morphine ou tout ce qui va être bupivacaïne, ropivacaïne, lidocaïne, ce genre de choses, où on va avoir donc une perte de sensibilité au niveau de l'abdomen pelvien et des membres pelviens. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est bloc. Donc, soit on va injecter directement au niveau des nerfs, au niveau des plexus, au niveau du sciatique, des fois, on va faire aussi ce qu'on appelle des round blocks, où on va faire des injections tout autour d'une patte, par exemple, ce genre de choses. Je vous cache pas que c'est quand même des actes, ça qu'on fait assez peu, souvent, voire jamais en urgence. C'est bien pour des procédures très planifiées, avec des gens qui sont dédiés à la surveillance de l'anesthésie, etc., etc. C'est vrai que nous, on n'a malheureusement pas le confort de pouvoir toujours se permettre de prendre 10 plombes pour faire une épidurale, etc. Donc, c'est pas quand même des choses qu'on fait très fréquemment. Et puis, bien sûr, il y a l'anesthésie générale, où là, on va avoir une perte de sensibilité associée à une perte de conscience. Les étapes de l'anesthésie, on les connaît en fait, hein. On a la préparation de l'animal et du matériel, la prémédication ou tranquillisation, l'induction qui va vraiment plonger l'animal en anesthésie générale, l'entretien de cette anesthésie. Ensuite, on a la phase de réveil et la surveillance post-anesthésique. Donc maintenant qu'on a revu un petit peu ces grands concepts très rapidement de l'anesthésie, on va pouvoir s'intéresser plus intensément sur vraiment les molécules qu'on a à notre disposition. Donc on se rappelle de la triade de l'anesthésie, analgésie, narcose, myorelaxation. Et on se rappelle aussi qu'on a toujours des effets négatifs à une anesthésie qu'il faut savoir anticiper. On va avoir une hypercapnie, donc une augmentation de la concentration partielle en CO2 au niveau sanguin. Une hypoxémie, là c'est une baisse de la concentration partielle en oxygène. On peut s'attendre à une hypotension, à une hypothermie, et on a aussi des modifications du métabolisme et du système endocrinien. Notre sédatif, notre agent anesthésique idéal, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il ait comme propriété? On voudrait qu'il soit sédatif, on voudrait qu'il soit anxiolytique, qu'il soit analgésique, qu'il ait peu d'effets cardiovasculaires, peu d'effets dépresseurs respiratoires, qu'il ne soit pas irritant et qu'il soit réversible. Malheureusement, évidemment, cet anesthésique-là, il n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'associer des molécules entre elles pour obtenir ces différents effets. Et le fait d'associer des molécules, ça va nous permettre de potentialiser les effets des unes et des autres, donc de diminuer les doses de chaque molécule et donc par conséquent de diminuer les effets secondaires. Donc c'est très intéressant de savoir associer les anesthésiques entre eux
pour vraiment potentialiser les effets et avoir le meilleur résultat avec le moins de risques possible. On va d'abord parler du coup de la prémédication, donc on va dire tout ce qui va pouvoir engendrer une sédation. Et on va commencer avec l'éphénothiazine et notamment donc l'acépromazine, vendu sous le nom commercial Calmivette. C'est un très très bon tranquillisant qui va provoquer une sédation, alors qui est, c'est noté légère, mais qui peut aller jusqu'à une sédation importante selon les doses qu'on va utiliser, et qui va être également un bon myorelaxant. Il n'est pas du tout analgésique et il n'est pas antagonisable. Le gros inconvénient du Calmivette, c'est son délai d'action. Même si vous faites une injection en IV, vous pouvez mettre jusqu'à 15 minutes pour avoir votre effet maximal du Calmivette chez votre patient et 20 à 30 minutes en IM. Donc, c'est quand même des délais d'action qui sont longs et aussi une durée d'action qui est longue. Ça peut être un avantage, ça peut être aussi un inconvénient. Typiquement, vous faites une sédation à domicile, donc vous avez un acte à réaliser. Ensuite, vous devez faire en sorte que votre animal se réveille pour partir sereinement de chez votre client. C'est compliqué d'avoir un sédatif qui dure 8 heures. Donc, ça peut être un avantage si on veut vraiment, par exemple, avoir un effet, typiquement, où on hospitalise un chien qui est extrêmement stressé et qu'on veut poser un petit peu et tout. Bah, c'est très bien de le sédater avec du Calmivette s'il n'y a pas d'autres contre-indications. Mais c'est vrai que, par exemple, à domicile, il faudra réfléchir, est-ce qu'on veut vraiment un effet aussi long? Les effets secondaires, ça c'est important parce c'est quand même un très très gros vasodilatateur périphérique et qui est donc à l'origine d'hypotensions qui peuvent être vraiment importantes. Donc attention, dès que vous avez un patient qui n'est pas complètement stable au niveau cardiovasculaire ou qui a potentiellement une cardiopathie ou je sais pas quoi, il faut oublier l'acépromazine dans vos protocoles d'anesthésie. Et attention aussi, il peut avoir des effets où il désinhibe les comportements agressifs. Donc, si vous avez un animal, donc un chien vraiment pas cool et tout, et que vous voulez le sédater pour, je sais pas, juste déjà l'examiner, évitez aussi la CP qui peut potentiellement avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche. Au niveau des posologies, j'attire votre attention pour la CP sur les doses qui sont données dans les RCP, qui sont absolument énormissimes. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre de telles doses pour obtenir des effets sédatifs. Donc là, les doses que je vous ai mises, c'est celles qui sont décrites dans les RCP. Donc 0,25 mg par kilo IM ou IV pour une tranquillisation légère ou pré-anesthésique et jusqu'à 0,5 mg par kilo pour une tranquillisation plus poussée. C'est vraiment des très 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 grosses doses, puisque vous voyez qu'avec des doses qui sont 100 fois, voire 1000 fois moins importantes, vous pouvez avoir des effets qui sont déjà intéressants pour des sédations légères. Moi, je vais faire 5 à 10 microgrammes kilo. Donc, c'est vraiment, les doses RCP sont vraiment très importantes. Donc, attention, si vous utilisez ces doses-là, vous pouvez, mais attendez-vous à des effets secondaires vraiment importants. Donc, attention là-dessus avec le Calmivette. Autre molécule, les alpha-2 agonistes, donc on utilise vraiment énormément, la xylazine, la médétomidine, la dexmédétomidine. Donc en anesthésie, c'est quand même surtout la médéto et la dexmédéto. La xylazine, on l'utilise encore pour faire vomir les chats, mais c'est à peu près tout, normalement. Ce sont des très très bons sédatifs qui vont provoquer une sédation profonde, qui ont un petit effet analgésique, qui est quand même minime, mais qui est présent, et qui vont donner une mieux relaxation. Le très gros avantage des alpha-2, on sait, c'est leur côté antagonisable avec la thipamédole. Ça, c'est vraiment super confortable de pouvoir antagoniser notre sédation après coup. Le délai d'action est court, donc ça agit vraiment vite. Et ça a une durée d'action variable de 30 minutes à 3 heures environ, en fonction de la dose et est-ce que ça a été donné avec d'autres molécules. Les effets secondaires, ce sont quand même des cardio-dépresseurs assez importants qui vont provoquer une bradycardie et dans un premier temps une hypotension. Ensuite, ça va se réguler. Et donc, attention chez des patients qui sont instables sur le plan cardiovasculaire ou qui ont potentiellement une cardiopathie, etc. Donc, dès que vous n'avez pas vraiment un animal sain, sans antécédents médicaux, etc., on évite quand même les alpha-2. Il y a d'autres options. Les posologies, alors c'est des fourchettes parce que c'est vraiment ultra variable en fonction de la voie d'administration. Si on fait IM versus IV, on ne va pas utiliser les mêmes doses.
en fonction du patient, est-ce qu'il est très stressé ou pas, en fonction de la profondeur de sédation souhaitée. Donc, c'est vraiment des fourchettes. C'est un peu après l'habitude aussi qui vous dit ce que vous allez vouloir faire. Mais en moyenne, c'est à peu près ça, 10 à 100 microgrammes kilo pour la médito. Et puis l'index médito, 1 à 40 microgrammes kilo. Et ensuite, on peut donc réverser à la TIPAM. Donc, c'est dit que pour le chien, on fait enfin, le même volume qu'on avait fait de médito en IM. Chez le chat, on fait, non, j'ai mis un, c'était un demi, pardon, volume de celui qu'on a fait en médito. Et pour la DEX, ils mettent un chez le chien, un demi chez le chat. Honnêtement, un demi pour tout le monde, ça suffit largement pour réverser tranquillement vos effets. Ils se réveillent très bien, mais tout doucement. Enfin, tout doucement, je veux dire tout calmement. Donc, c'est vraiment super confortable. Après, on a tout ce qui est benzodiazépine, donc le diazépam et le midazolam, qui provoquent une sédation légère. Et par contre, ce sont des contractures musculaires, donc ils vont être de très bons myorelaxants. C'est un petit peu le but même de cette molécule. Ils ne sont pas du tout analgésiques et ils sont antagonisables sur le papier puisqu'on veut utiliser du flumazénil et en pratique courante, on n'en a pas à notre disposition. Ils agissent très rapidement, notamment en IV, quelques minutes, et ils ont une durée d'action moyenne de 1 à 2 heures. Les effets secondaires, on peut avoir des réactions paradoxales, notamment chez le chat. Si vous utilisez des benzodiazépines chez le chat, évitez de les faire en première molécule que vous injectez, puisque là, d'un coup, ils peuvent se mettre à se balancer dans tous les sens, à avoir des réactions vraiment, au lieu d'avoir une myorelaxation, on a vraiment l'effet inverse, donc les réactions paradoxales. Donc, il vaut mieux faire d'autres molécules avant, qui commencent à agir un petit peu, à sédater un petit peu l'animal avant de faire notre benzodiazépine. Et attention, ce sont aussi des orexigènes, donc ça peut donner bon, voilà, des animaux qui ont très faim quand ils se réveillent de leur anesthésie, et voir s'il y a un surdosage en benzodiazépine, ça fait des polyphagies qui peuvent être assez importantes. Au niveau des posologies, juste pour rappel, le Valium passe par voie intraveineuse, intrarectale et intranasale, et le midazolam en IM, en IV et en intranasal. Donc pas d'IM pour le Valium qui est une solution un petit peu visqueuse qui ne va pas passer en IM, et pas d'intrarectal pour le midazolam, parce que par cette voie, l'absorption est trop erratique et on n'a pas des bons résultats. Donc en sédation, généralement, on va utiliser 0,1 à 0,2 mg par kilo, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et après, quand on gère des crises convulsives, on va donner des doses qui sont plus importantes. Et là, on sort un petit peu du contexte anesthésie. Et bien sûr, on va maintenant parler des opioïdes. Donc, on en avait déjà beaucoup parlé dans la conf sur l'analgésie. C'est vraiment, c'est la vie. Les opioïdes, c'est la vie. Si vous n'en utilisez pas beaucoup, il faut vraiment s'y mettre parce que ça rend tellement service sur plein de trucs. Ils ont un pouvoir analgésique donc, qui est variable en fonction de la molécule qu'on va utiliser. Le meilleur analgésique qu'on ait en France, c'est le fentanyl. Ensuite, on va retrouver la méthadone ou la morphine. Après, on a la bupré. Et le butor, qui est par contre très très peu analgésique, qu'il ne faudra pas utiliser comme un analgésique. Et par contre, au niveau des effets sédatifs, là, c'est ce qui va plus nous intéresser vu qu'on est dans la partie anesthésie, le butor, c'est le meilleur sédatif chez les opioïdes. Ensuite, on a le fentanyl, la méthadone, et loin derrière, on a la bupré qui n'est quasiment pas sédative. Ensuite, on a quand même des réactions qui vont être un petit peu animaux-dépendants, où il y a des patients qui vont être plus sensibles à la bupré et que ça va un peu sédater. Mais sinon, il ne faut pas la considérer comme un sédatif. Donc, ce n'est pas la bonne molécule à utiliser dans vos protocoles d'anesthésie. Sur le papier, c'est antagonisable les opioïdes avec l'analoxone, mais c'est très rare qu'on en ait à notre disposition. Donc voilà. Le délai d'action est court, c'est quelques minutes, et une durée d'action qui est très variable en fonction de la molécule. 15-20 minutes pour le fentanyl et jusqu'à 6-8 heures pour la buprenorphine. Et les effets secondaires sont assez variables selon la molécule. C'est surtout la morphine qui va avoir des effets secondaires marqués, qui est un plus gros dépresseur respiratoire, qui diminue le transit et qui crée des vomissements. On a peu d'effets secondaires chez les autres opioïdes. Euh, Rappelons-nous quand même de la méthadone qui peut faire des grosses polypnées chez le chien juste après injection et qui fait aussi des hyperthermies chez le chat. Mais en dehors de ça, franchement, ça a très peu d'effets secondaires. Ça n'a pas d'effets secondaires au niveau cardiovasculaire
Donc même sur des patients qui sont instables, qui sont en état de choc ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème à utiliser les opioïdes. Pour les posologies, je vous ai remis à peu près les fourchettes qu'on va utiliser chez nos animaux. Le butorphanol, généralement, on va faire, c'est à peu près 0,2, hein, la dose classique, mais on peut faire plus, notamment quand on va essayer de sédater pour des détresses respiratoires ou des choses comme ça. On peut monter la posologie du butorphanol. Attention à la subtilité. Pour le butor et notamment pour le torphazole, il y a des flacons qui sont concentrés à 10 mg par ml et d'autres à 4 mg par ml. Donc faites gaffe quand vous faites vos conversions. L'abupré, 10 à 30 microgrammes kilo. Attention, on a dit l'abupré pas top pour les protocoles de sédation ou d'anesthésie, puisque c'est très peu sédatif. La méthadone, souvent faire 0,2 aussi mg par kilo. Et puis éventuellement le fentanyl. Mais comme il a une durée d'action qui est très courte, de 15-20 minutes, il est plutôt intéressant en perfusion continue. Donc là, ce sera plutôt pour les cliniques. Le domicile, c'est pas adapté à l'utilisation du fentanyl. Donc ça, c'était pour tout ce qui était prémédication. Et maintenant, on va pouvoir parler des inducteurs. Et on va commencer avec la kétamine, qui est très utilisée, hein. Globalement, la plupart d'entre nous ont l'habitude d'utiliser de la kétamine. C'est un hypnotique. Il a une valence analgésique en jouant sur les récepteurs NMDA. Et la kétamine n'engendre pas de dépression cardio-respiratoire. C'est même plutôt, pour le coup, une molécule qui va un peu booster au niveau cardiovasculaire. Donc ça, c'est plutôt confortable. Par contre, c'est pas du tout mieux relaxant, voire même ça peut engendrer des crises convulsives si on fait de la kétamine à sec. Et c'est non antagonisable. Le délai d'action est rapide, quelques minutes, et durée d'action variable de 30 minutes à 4 heures en fonction de la dose et de si c'est associé ou pas à d'autres molécules. Attention aux autres effets secondaires, notamment le maintien du réflexe de déglutition. Donc s'il y a eu une grosse dose de kétamine avec pas grand-chose à côté qui provoque une myorelaxation, etc., on peut avoir du mal à intuber notre animal et ça peut maintenir aussi une pupille centrale. Les posologies, donc il y a des posologies qui sont décrites si on l'utilise seul, mais une fois de plus, à éviter parce qu'on risque de créer des convulsions. Il vaut mieux l'associer avec d'autres molécules et souvent on va faire entre 1 et 10 mg par kilo. Ensuite, on va retrouver le propofol, donc qu'on reconnaît bien avec son truc laiteux blanc, qui est un très bon hypnotique et lui qui provoque de la myorelaxation. Il n'est pas du tout analgésique et il n'est pas antagonisable. Il a un délai d'action très rapide, l'animal s'endort sous la seringue, et par contre, une durée d'action qui est très courte, quelques minutes seulement. Donc c'est vraiment pour des anesthésies flash, ou alors il faut absolument l'associer avec d'autres molécules qui vont potentialiser ses effets et augmenter le temps d'anesthésie. Il provoque quand même une hypotension et c'est un dépresseur cardio-respiratoire, notamment il y a un risque d'apnée quand vous faites une intraveineuse de propos. Il faut absolument faire une IV lente, puisque sinon vous êtes sûr à 100 que votre animal va faire une apnée derrière. Et c'est des apnées des fois qui peuvent être un petit peu longues, de plusieurs minutes, où on est vraiment obligé d'intuber l'animal et de le ballonner le temps qu'il recommence à respirer tout seul. Donc attention quand même au risque d'apnée, il suffit juste de faire des IV lentes. Posologie, donc on a dit c'est IV strict, hein, le propos, et c'est même un irritant assez important. Donc on ne peut pas se permettre de faire des périveineux avec le propos. Donc il faut avoir un cathé dans lequel vous avez confiance. Et on va faire généralement 1 à 4 mg par kilo. Mais en fait, souvent, on se prépare 1 ou 2 mg kilo dans la seringue et on fait vraiment à effet. Comme l'animal s'endort sous la seringue, on peut se permettre de faire vraiment à effet. Et enfin, on a l'alfaxan, l'alfaxalone, c'est quasiment la même chose que le propos. Il a les mêmes caractéristiques euh, et il est peut-être un tout petit peu moins hypotenseur que le propos. Donc sur un animal qui est pas trop fiable, enfin pas trop stable, ou des fois on dit sur les cardiopathes, on préfère utiliser l'alfaxan par rapport au propos, mais ça se joue à pas grand-chose. Et attention par contre au réveil dysphorique chez le chat, si vous faites une anesthésie à l'alfaxan à sec, souvent ils se réveillent pas bien, ils vont se jeter un peu dans les murs, ils sont complètement défoncés. Donc juste attention au réveil dysphorique si vous l'associez avec peu ou pas assez de molécules à côté. Et posologie, c'est pareil. L'avantage de l'alfaxan par rapport au propos, c'est le fait qu'il passe par voie intramusculaire, qui vous permet sur des animaux où vous n'avez pas de cathé, de faire une hyène.
Et du coup, là, notre animal, il est induit. Et donc, on arrive à la phase de maintenance. Soit on va faire une anesthésie fixe. Donc, plusieurs options. Bah, la dose de départ était suffisante pour faire ce qu'on a à faire. C'est parfait. On peut répéter les bolus en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Ou alors, des fois, on peut installer des perfusions continues. Mais là, ça implique d'avoir un pousse-seringue ou une pompe à perf. Donc, c'est pas adapté pour le domicile. On peut faire des séries de propofol, des séries combinées de kétamine propofol, voire de kétamine propos dexmédetomidine. Si on met aussi des animaux sous protocole MLK ou LK ou MK ou ce que vous voulez, bah, c'est pareil, ça va participer à la maintenance de votre anesthésie. Donc tout ça peut être utilisé. Et puis sinon, c'est l'anesthésie volatile. Bon, là, ça implique d'avoir une machine d'anest, donc effectivement, il faut être en clinique. L'avantage, c'est que c'est vraiment sécuritaire pour le patient. Il est intubé, il est oxygéné, donc ça, on est vraiment tranquille. On peut vraiment ajuster la profondeur de l'anesthésie relativement rapidement. Et généralement, dès qu'on coupe le gaz, il va se réveiller très vite. Les inconvénients, bah voilà, on ne peut pas faire ça à domicile. Ça pollue quand même, faut le savoir. C'est du matériel qui est coûteux et qu'il faut entretenir. Et puis, malgré tout, ça reste des dépresseurs cardio-respiratoires, même si c'est quand même les anesthésies les plus sécuritaires, surtout avec le sévoflurane. Mais voilà, il faut avoir ça à disposition. Donc voilà un petit peu on va dire que là, on a balayé les principales molécules d'anesthésie qu'on avait à notre disposition. Et donc, je vous ai fait quelques exemples de protocoles anesthésiques. Alors, c'est à prendre pour ce que ça vaut, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul protocole qui est possible sur un même cas, et que là, c'est vraiment c'est des propositions que je vous fais sur des cas qui sont complètement fictifs. Après, c'est vous qui êtes là avec votre patient, c'est vous qui l'avez examiné, qui jugez des risques et qui allez décider du protocole qui vous semble le plus adapté en fonction de votre patient et aussi en fonction de vous, de comment vous vous sentez aussi par rapport aux différentes molécules anesthésiques. Il y a des fois, c'est pas le moment d'aller tenter un protocole qu'on n'a jamais fait quand on est tout seul à domicile. Donc, des fois, voilà, il faut aussi rester sur ce qu'on connaît, mais c'est bien quand même de réussir à utiliser le panel de molécules qu'on a à notre disposition de manière à toujours l'adapter au mieux à notre patient. En tout cas, je voulais juste vous redonner le protocole magique. En tout cas, c'est celui qu'on fait au SIAMU sur tous les animaux, les pires, les moins stables, les trucs les plus catastrophiques qui arrivent et qu'il faut quand même anesthésier immédiatement. Ça va être un morphinique, donc soit de la méthadone s'il y a un besoin en analgésie, soit du butorphanol s'il n'y a pas de nécessité d'avoir de l'analgésie, une benzodiazépine, midase ou diazépam, et propofol ou alfaxan en IV à effet. Donc ça, c'est vraiment un des protocoles qui a le moins d'effets secondaires et qui permet quand même d'obtenir une vraie anesthésie profonde. Maintenant, c'est sûr que c'est pas un protocole qui va durer longtemps, donc ça dépend de ce que vous avez à faire et pourquoi vous avez à le faire. Mais en tout cas, sachez que ça, méthadone, midase, propos, c'est le protocole miracle quand on ne sait pas quoi faire. Alors, premier exemple que je vous ai fait, c'est un retrait des pillets. Donc, vous avez un chien qui est jeune, qui est en bonne santé, vous n'avez rien de particulier à votre examen clinique. Il est très sympa et tout. Le problème, c'est que c'est juste lui enfoncer un otoscope dans le nez. Clairement, même s'il est gentil, il ne va pas adorer. Donc, on a besoin de l'anesthésier. C'est une procédure qui, normalement, est assez rapide et qui est peu ou pas douloureuse. C'est juste inconfortable. Ça va piquer un peu au moment où on retire les pillets, mais c'est tout. C'est pas... Donc, sur un chien comme ça, on peut se dire, OK, bah, je vais lui faire une bonne sédation juste par voie intramusculaire et ça suffira. Dans ce cas-là, le protocole qu'on pourrait proposer, mais ensuite, hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas un seul protocole. Moi, c'est le protocole que j'aime bien faire sur les épillets. 0,2 mg par kilo de butor et dexmédeto 20 à 30 microgrammes par kilo. On lui fait ça en IM, on voit, ça suffit, on fait ce qu'on a à faire. Ça suffit pas, bah, je peux lui remettre 0,1 butor par exemple et 10 à 20 microgrammes par kilo de dexmédeto. La dex, c'est vraiment une molécule qui est super safe, donc franchement, on est quand même assez tranquille avec ça. C'est juste, on sait que ça va les mettre en bradycardie, donc ça, va, on le sait, on s'y attend. Et puis l'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir faire notre ATIPAM dès qu'on a fini, et notre animal, il serait super bien, et on part vraiment serein. Euh, soit on le rend si on a la clinique, soit on part de chez les gens assez tranquille.
Voilà un exemple de protocole de sédation pour une procédure qui est pas invasive et pas douloureuse. Autre exemple que je vous ai fait, vous intervenez pour une plaie sur un chat qui est agressif. Donc vous ne pouvez pas l'examiner, vous ne pouvez pas l'ausculter, on ne sait pas s'il a un souffle, les gens savent trop rien vous dire sur ses antécédents. Donc voilà, mais il y a quand même un peu de boulot. Là, on va estimer qu'il faudra bien entre une demi-heure et une heure pour tondre, nettoyer et faire les soins de la plaie, et que c'est quand même une procédure qui est douloureuse parce qu'il y a quand même une grosse plaie. On va du coup vouloir sédater notre chat par voie intramusculaire vu qu'il n'est pas cool, et ensuite on lui mettra un cathé et on lui fera on poursuivra notre anesthésie par voie intraveineuse. Là, on ne sait pas si notre animal il a ou pas des contre-indications potentielles à l'utilisation de certaines molécules parce qu'on n'a pas pu l'examiner. Donc dans ce cas-là, on va vouloir choisir peut-être un médicament, un protocole qui est plutôt safe. Donc, qu'est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer? Eh bien, on peut lui faire du midazolam, de la kétamine et un petit peu d'alfaxan par voie intramusculaire. L'avantage de mettre de la kétamine avec de l'alfaxan, ils vont se potentialiser entre eux. Avec la kétamine, on n'a pas d'effet dépresseur au niveau cardiovasculaire, respiratoire, etc. Donc, c'est confortable. Le désavantage de l'alfaxan en IM, c'est simplement que ça fait des gros volumes. Donc, on aurait pu anesthésier cet animal juste avec, par exemple, le midazolam, mais ça fait vraiment des gros volumes en IM, du coup, c'est pas toujours facile. Donc, l'avantage de coupler kétamine et alfaxan, vous avez un meilleur effet et des volumes plus bas et moins d'effets secondaires. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et ensuite, vous lui mettez son cathéter. Là, on n'oubliera pas de lui faire de l'analgésie, par exemple de la méthadone, et on pourra repousser si besoin, par exemple, à l'alfaxan, plus ou moins encore un petit bolus de kéta, enfin voilà. Voilà un exemple de protocole. Autre exemple, vous intervenez sur un chat qui s'est fait une luxation traumatique au niveau du carpe, et on sait que c'est un chat qui est suivi pour une maladie rénale chronique et sur lequel, à l'examen clinique, vous avez un souffle 3/6. Pour le reste de votre examen, tout va bien, il est en bon état général et c'est un chat qui est coopératif. Donc là, vous intervenez pour lui faire un pansement Robert Jones. Admettons qu'il n'ait pas de plaie. Sur la photo que je vous ai mis, il y a une plaie en plus, mais on veut juste lui faire un pansement. Donc c'est une procédure qui est rapide, qui est modérément douloureuse parce que quand même, il a une luxation du tarse. Donc quand vous allez manipuler, ça va peut-être être douloureux, surtout si vous essayez de réduire la luxation manuellement. Donc il faut quand même anticiper un petit peu de douleur. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est une anesthésie flash par voie intraveineuse. Donc on veut un truc qui dure pas trop longtemps, qui soit assez profond pour pouvoir tirer sur la patte et qui couvre quand même au niveau analgésie. Donc voilà le protocole que je peux vous proposer ici. On lui met son cathéter, on lui fait une analgésie quand même relativement importante, donc de la méthadone. On va lui donner un myorelaxant pour qu'il soit bien détendu pour faire son Jones, ça sera beaucoup plus facile. Donc du midazolam ou du diazépam. Et là, soit on lui fait juste de l'alfaxan à effet, parce que c'est pas une procédure qui va être longue, soit on peut lui faire une toute petite dose de kétamine qui va participer au niveau analgésique, qui va potentialiser les effets du reste, donc qui va nécessiter des moins grosses doses d'alfaxan, donc moins d'effets secondaires. Et le fait qu'on ait donné une petite dose, eh ben, on sait que notre chat, il va pas dormir pendant 2 siècles derrière, parce que le but, c'est juste de lui faire son pansement et qu'il se réveille. Étant donné que c'est un animal qui est MRC et qui est potentiellement cardiopathe puisqu'il a un souffle 3/6, eh ben, c'est un animal sur lequel on va absolument éviter certaines molécules qui vont être trop dépresseurs au niveau cardiovasculaire. Notamment, là, on n'utilisera sûrement pas de l'ACP et on n'utilisera surtout pas les alpha-2 agonistes. Donc, sur un patient comme ça, il vaut mieux essayer de se passer de la médéto ou de la dexmédéto qui vont avoir trop d'effets secondaires, on prend trop de risques. À la fois donc au niveau hypotenseur, au niveau cardiaque, on peut le faire décompenser, et aussi au niveau rénal, c'est important. On va limiter la perfusion rénale sur des reins qui sont déjà MRC. Et en plus, les alpha-2 vont avoir une influence sur la diurèse. Donc, ce n'est pas le moment d'aller jouer sur les reins sur sur ce petit chat. Donc, on va éviter ces molécules-là. Autre exemple, le SDTE. Donc là, le cas bien pourri. Avec un chien adulte à âgé, souvent. Bon, là, on va considérer que sur ce cas-là, il n'a pas d'antécédents médicaux particuliers. On va considérer qu'à notre examen clinique, on l'a en choc hypovolémique. Et on sait que là, on part pour une procédure qui est longue et douloureuse.
Donc, on va stabiliser notre patient et ensuite, on va vraiment essayer de faire un protocole anesthésique et analgésique vraiment multimodal. Là, le but, on va vraiment combiner tout un tas de molécules pour essayer d'avoir la meilleure stabilisation, les meilleurs effets avec le minimum d'effets secondaires. Donc, exemple de protocole. Donc là, je me concentre sur la partie anesthésie, mais on est bien d'accord que là, il y aura une grosse partie stabilisation médicale impérative avant d'anesthésier cet animal. On va pouvoir le prémédiquer, par exemple, avec de la méthadone et du midazolam, voire du fentanyl si on veut. Et tiens, on va lui mettre à lui une perfusion continue méthadone lidocaine, donc pour avoir vraiment une très bonne analgésie et pour avoir aussi, ça va participer à notre anesthésie multimodale. Et tout ça en microdose, ce qui fait que derrière, il va avoir vraiment besoin de pas grand-chose en ISO, donc on va avoir l'animal le plus stable possible. Donc, quand on met une série, on va toujours faire des bolus de charge pour arriver à la dose qu'on veut. Ensuite, la série va permettre de maintenir cette dose-là. Donc, méthadone, bon, on lui avait déjà fait un bolus de charge dans notre prémed, donc on va pouvoir lui brancher sa série. Lidocaïne, kétamine, donc je vous ai remis les POSO. Donc voilà, on lui branche son petit truc. Et ensuite, si besoin, parce que ça se trouve, là, il dort déjà très très bien, on n'a rien besoin de lui faire de plus pour l'intuber, mais sinon, si besoin, on peut lui faire un petit bolus de propofol, vraiment à effet, pour permettre l'intubation et le relais à l'isoflurane. Et donc là, on a vraiment le protocole ben, ultra safe, le plus qu'on puisse faire sur un patient comme ça. Et dernier exemple que je vous propose, c'est la césarienne. On va considérer une chienne jeune, pas trop de soucis à l'examen clinique. C'est une procédure qui est plus ou moins rapide, c'est pas une chirurgie, pas la chirurgie la plus longue, mais c'est pas non plus, ça prend pas 10 minutes. Et ça peut être quand même considéré comme un peu douloureux. Et là, surtout, le risque, c'est pour les fœtus. On veut pas que les fœtus, ils sortent trop anesthésiés, parce que plus ils vont l'être, et plus ça va être difficile de les faire partir, de les faire démarrer. Donc, les césariennes, on va faire des anesthésies IV quasiment à sec, comme on dit. Donc, le principe, c'est qu'on va vraiment préparer tout ce qu'on peut en amont. On va préoxygéner notre chienne, on va préparer le bloc, on va tondre la chienne vigile, etc. Et on lui met son cathé. Et là, on lui fait directement le bolus de propos. Donc, souvent, on est obligé de faire des assez grosses doses par rapport à ce qu'on utiliserait normalement, tout simplement parce que justement, il n'y a pas d'autres molécules pour potentialiser les effets du propos. Donc, on lui fait vraiment à sec. Et ensuite, on l'intube et on la met sous ISO. Et puis, on peut faire une traçante de lidocaïne sur la ligne blanche. Parce que pour le moment, la chienne, elle n'a pas reçu d'analgésie. Et donc, bah, on va quand même juste découper le ventre. Ça fait mal. Et si on met pas du tout d'analgésie avant, même si on en met après, c'est déjà un peu tard et il y aura quand même voilà, des sensations douloureuses qui seront présentes. Donc, c'est intéressant de faire la traçante de lidocaïne pour ça. Et en fait, une fois que tous les petits ils sont extériorisés de l'utérus, et bien là, on va pouvoir ajouter de l'analgésie pour la maman, donc soit de la méthadone, soit du fentanyl, en fonction de ce qu'on estime nécessaire. Mais voilà. Et après, si par exemple on la trouve trop, pas assez musculairement décontractée, qu'elle est trop tendue du tout, on pourrait aussi ajouter une benzodiazépine. Voilà pour les exemples de protocoles. C'est vraiment des exemples, hein, c'est pas du tout des consignes de trucs à faire absolument, c'est des suggestions, mais ensuite chaque cas est différent, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, sinon on pourra faire des questions à la fin. Euh, oui. Moi, si jamais j'ai des questions, déjà, un tout grand merci. La présentation est vraiment top. J'ai des questions par rapport au benzodiazépine. Tu disais que ça augmentait le fait de manger. Ouais. Est-ce que, par exemple, si on se retrouve sur un chat qui est anorexique et on doit en plus l'anesthésier pour une douleur ou quelque chose, est-ce que ça pourrait être, tu penses, intéressant de l'utiliser pour justement aider à contrer un petit peu l'anorexie ou pas du tout, si on le met en prémed? Alors, ça peut participer. C'est vrai que sur des chats qui sont hospitalisés, par exemple, qui sont anorexiques, ça peut arriver de faire, par exemple, 0,1 mg par kilo de midazolam, comme ça, tout seul, juste pour les faire bouffer. Donc, ça les shoot un peu, d'un coup, ils deviennent un peu défoncés et tout, et tu leur mets une gamelle devant la tête et ils se jettent dessus. C'est assez impressionnant. Donc, pourquoi pas, effectivement, si tu es dans cette condition-là, ça ne sera pas forcément miraculeux, parce que souvent, l'effet, il est assez immédiat. Il n'est pas trop retardé, mais admettons que quand il se réveille, il a encore les effets de ta benzo, pourquoi pas? OK, super, merci. J'avais aussi
aussi, une autre question par rapport, donc tu parlais, de l'utilisation des alpha-2 qui n'étaient pas conseillés dans le cas de MRC, Oui. et tu disais que les effets secondaires, c'était aussi la diurèse. Donc, ma question ou plutôt je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est plus, pour souligner, j'imagine que dans le cas de diurèse, on évite aussi l'alpha-2, sur un SUV qui n'est pas en insuffisance rénale parce qu'on pourrait augmenter, et on n'est pas sûr qu'il soit bien enfin, voilà. Tout à fait. Très, très bonne remarque. J'en avais parlé quand j'avais fait ma course sur le chat boucher. Les alpha-2 sont vraiment contre-indiqués. Là, je suis formelle sur les chats bouchés. Parce que déjà, c'est des animaux qui, au niveau cardiovasculaire, ne sont pas considérés comme stables. C'est pas une bonne option que d'utiliser les alpha-2. Et en plus de ça, effectivement, ça augmente la diurèse. Donc, sur un chat qui est déjà bouché, on va continuer à aggraver la catastrophe. C'est effectivement de très mauvais candidats à l'utilisation des alpha-2 euh, pour ces raisons-là. Et je vois que Florian mettait une question aussi là-dessus. Euh, pour le chat, j'imagine que c'était SUF. On oublie la médéto aussi à cause de l'hyperkaliémie. Mais c'est surtout par rapport au statut cardiovasculaire et, euh, et, au, et qu'est-ce que je disais et à la diurèse, voilà. Après, ça joue aussi sur les cellules bêta du pancréas, les alpha-2. Un autre exemple que j'ai pas mis, c'est les chats diabétiques. C'est pas forcément incroyable aussi d'utiliser des alpha-2, mais là, on rentre vraiment sur des cas très, très particuliers. OK, et donc sur une pancréatite alors aussi, j'imagine? Imaginons si on doit sonder, poser une sonde nasogastrique sur, une pancréatite aiguë. Ben, de toute façon, pancréatite aiguë, probablement un animal qui va quand même pas super bien, parce que généralement, ils sont pas foufous, hein. Personnellement, je vais préférer faire un truc, a priori, c'est un animal qui aura déjà de l'analgésie, puisque ça fait très mal. Je vais Ouais. préférer faire vraiment un truc flash, donc alfaxan au propos quasiment à sec, où il va être sédaté un bon coup pendant 2 minutes, je lui mets sa sonde et on n'en parle plus, tu vois. Sur OK. des animaux comme ça qui sont pas stables, et souvent il y a des meilleures options que les alpha-2. Et puis bon, bah là, effectivement, sans parler en plus de l'histoire des sécrétions d'insuline, etc. Ouais, c'est pas forcément effectivement les meilleurs candidats. OK, merci. Et alors juste une petite remarque aussi, une petite information que je partage, parce que, dans le monde de la faune sauvage, on utilise énormément le midazolam, en fait, pas du tout comme prémédication, mais au cours de l'anesthésie, parce qu'on est sur des animaux qu'on ne peut pas du tout, approcher. Parce qu'en fait, il y a un article qui est sorti il y a enfin il y a 2 3 ans, qui montrait que le midazolam entraînait 4 heures d'amnésie. Et du coup, je me permets de le mettre aussi sur, des animaux que je vois hyper stressés, où je me dis: «Ouh là là, c'est un animal, il va être traumatisé, c'est le genre d'animal après il sera intouchable par les vétos». Alors il y a pas, de preuves en petits animaux, mais voilà, dans le cas, je l'utilise parce qu'en faune sauvage, on l'utilise surtout sur les animaux qui se rappellent, genre les singes, les perroquets et qui redeviennent agressifs à chaque fois qu'ils voient le véto, et justement dans le suivi, on n'a pas ces problèmes-là. Ok, c'est super intéressant. Bah, tu vois, je savais pas du tout. Eh ben, ma foi, encore une bonne raison d'utiliser des benzodiazépines parce que c'est vraiment une molécule qui est extra, hein. Ça n'a pas d'effet cardiovasculaire et tout. Donc, c'est des molécules qui sont super safe. Donc, nous, en urgence, en plus, vraiment des choses qu'on peut utiliser de manière très sécuritaire. Donc, si en plus on a cet effet-là, hyper intéressant. Je savais pas du tout. Merci pour cette précision. Merci à toi. Et je vois que quelqu'un a mis aussi dans les commentaires, Midas butor sur les sucres, c'est bien. Alors personnellement, je mettrais plutôt de la méthadone que du butorphanol, parce que quand on voit dans quel état ils sont, je pense qu'on peut considérer qu'ils ont mal à leur petite vessie, à leur petit kiki. Donc n'hésitons pas quand même à faire de l'analgésie sur ces petits chats. Mais effectivement, Midas, méthadone et puis Alfaxan au besoin, c'est le protocole le plus safe qu'on peut faire sur les chats bouchés. Petite question, Calypso, Oui. merci, c'est super ce que tu fais. Est-ce que justement sur un chat bouché ou sur un chat, si on revenait sur le chat qui a un souffle, une MRC et qui a besoin de quelque chose d'assez léger, est-ce que tu peux lui faire du coup Mida, méthadone et si tu n'arrives pas à poser de voie veineuse, est-ce que tu peux lui mettre un peu de Keta à la place du propos ou pas?
Tu peux lui mettre de la Keta, tu peux. Ouais. La Keta, le seul là où potentiellement il faudrait faire attention, si tu as besoin de faire vraiment une vraie anesthésie plus profonde et tout, c'est que si on met des grosses doses de Keta, notamment chez le chat qui fait plutôt des cardiomyopathies hypertrophiques, on se demande, comme ça va plutôt avoir un effet up, tu vois, pour le coup, c'est pas un dépresseur, Ouais. c'est plutôt l'inverse. Au niveau cardiovasculaire, on se demande dans quelle mesure, sur un chat qui aurait une cardiomyopathie hypertrophique, on pourrait pas avoir des effets quand même délétères au niveau cardiaque. Donc, si tu mets des petites doses, franchement, il n'y a pas de souci. Tu peux Mm. aussi mettre de l'alfaxan en IM, voire tu peux mettre les deux ensemble comme ça. Ouais, ça, on n'en a pas à domicile, c'est pour ça, du coup, que Ok. ça. euh, Bon, bah après, à voir si jamais vous pouvez en réclamer, parce que franchement, c'est génial, l'alfaxan. Oui, ça Mais en serait tout cas, pas mal. Je vais me renseigner. ouais. Mais en tout cas, sinon, oui, tu peux, oui, si tu lui mets pas une énorme Ça dose de m'arrive, tu vois, Keta, par exemple, d'arriver sur un SUF qui est vraiment déshydraté et parfois je suis vraiment pas sûre de mon caté et j'ai pas envie de lui coller du propos parce que je me dis ouais. ça c'est encore pire en périnveineux. Donc je lui mets, enfin j'hésite quand c'est ça, mais je mets méthadone, mida et des doses de Keta du coup Mm, petites doses. mm. Mais ça te choque pas toi? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, tout. Enfin, franchement, la Keta, c'est pareil, c'est une molécule, quand elle est utilisée à bon escient, qui est quand même relativement sécuritaire. Donc non, non. En plus, si tu l'associes avec d'autres molécules, bah, c'est pareil, tu diminues les doses qui Ouais, sont nécessaires. ça Donc non, marche. non, pas de, Ok, super, merci. je t'en prie. Est-ce que quelqu'un avait une autre question ou remarque, ou alors on continue? Allez, je continue, et puis de toute façon, on reposera des petites questions à la fin, ou n'importe quand d'ailleurs, quand vous voulez. Donc là, c'était vraiment pour la partie protocole, et donc là, on va revoir. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Merci Tiffen pour l'article, c'est super cool. Je regarderai ça avec plaisir. Et quelqu'un a demandé si tu fais alpha-1 Keta IM, quel poso alfaxant pour le chat? Alors, ça va dépendre de plein de choses. Donc, là, on a vu la poso de l'alfaxant, je vous la remets, je sais plus où c'était, Guigalidou. C'était entre 1 et 4 mg par kilo. Mais ça va vraiment dépendre effectivement ben, de la voix. C'est sûr que si tu fais en IM, tu peux te permettre de faire un peu plus qu'en IV. Ça va dépendre de avec quoi tu l'as associé. Parce que là, on met alfaxan, Keta. Mais est-ce que, par exemple, avant, il avait eu, comme on a dit, ben, de la méthadone et du midase ou rien du tout d'autre. Et ça va dépendre aussi beaucoup de l'animal. Est-ce que tu as un animal qui est déjà plutôt cool, plutôt détendu, ou est-ce qu'au contraire, tu as une espèce de furie furieuse qui est bloquée dans un coin? Dans ces cas-là, c'est sûr que ben, si tu un animal très stressé qui va lutter, tu vas avoir besoin de mettre des doses plus importantes. Donc là, tu viens de préciser 6 prémédications avant, et ben, par exemple, tu vas pouvoir faire, je sais pas, 3 mg par kilo de kétamine et 1 mg par kilo d'alfaxan, et tu vois. Ça suffit, bah, c'est top. Ça suffit pas, tu peux lui refaire encore 1 mg kilo, 2 mg kilo si tu veux, d'alfaxan en IM, c'est toujours très très large. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça peut te permettre aussi, des fois, sans qu'il dorme, mais ultra profondément, qu'il dorme largement suffisamment pour te permettre de mettre un cathé si tu en as besoin, ou pour te permettre de faire ce que tu as à faire. Mais en tout cas, des fois, je vais faire moins. Je vois que palier de 1 mg par kilo, c'est complètement OK. Mais des fois, en fonction du cas, si vraiment j'ai mis un truc avec, je sais pas, j'ai 4 ou 5 molécules différentes qui sont associées dans mon animal, des fois, je vais mettre que 0,5 mg par kilo. Mais si tu veux te prendre un repère, effectivement, des paliers de 1 mg par kilo, c'est déjà bien. Et Mireille qui dit, si tu fais méthadone, midase, Keta en IM, tu fais quel poso? Bon, donc avec les mêmes remarques que ce que je viens de faire, donc ça dépend de l'état de ton patient, etc. et de la procédure que tu dois faire. Mais souvent, je vais faire 0,2 mg par kilo de méthadone, 0,2 mg par kilo de midazolam et Keta, si tu fais tout seul, et ben, ça dépend quand même beaucoup de la profondeur d'anesthésie que tu veux et de la durée d'anesthésie que tu veux. Si tu veux quelque chose d'assez léger, tu vas pouvoir lui faire 2 ou 3 mg par kilo. Si tu veux quelque chose de plus profond, tu vois, tu peux monter la Keta, tu peux monter quand même plus, surtout si tu fais IM, peut-être tu peux lui faire 5 mg par kilo, peut-être encore plus. Ça dépend un petit peu. C'est toujours dur sur les anesthésies, les sédations, de donner vraiment des protocoles fixes avec des doses systématiques.
Ça dépend énormément du patient, quoi. Voilà. Désolée, j'ai pas à répondre fermement à tout, mais c'est à peu près ça l'idée. Du coup, on va parler maintenant un petit peu de tout ce qui va être autour donc de l'anesthésie et qui est mine de rien très important et qu'il ne faut pas négliger non plus. Et donc, on va parler un petit peu de la préparation de l'anesthésie. Le but, c'est vraiment que notre patient y dorme le moins longtemps possible. Donc, il faut qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait faire hors contexte anesthésie. Donc, si jamais on peut poser notre cathéter vigile, bah, tant mieux. Si jamais on doit le tondre et qu'on peut commencer de le tondre avant, tant mieux. Si on sait que c'est un patient qui est déjà un peu hypotherme et qui va encore descendre avec notre anesthésie, ben, on peut tout de suite anticiper. Vous êtes à la maison, vous demandez aux gens de vous ramener une couverture, de vous préparer des bouillottes, etc. Vous êtes à la clinique, vous vous mettez sur tapis chauffant, sur table chauffante. Enfin, on anticipe tout ce qu'on peut avant. Et si on peut préoxygéner à partir du moment où on a des races qui sont limitées, enfin pas que des races, des animaux qui sont limités sur le plan respiratoire, où on sait que déjà ils peuvent avoir une petite hypoxie. Donc les races brachycéphales, les femelles gestantes, tout animal qui a des difficultés respiratoires, etc., on n'hésite pas à préoxygéner. On va essayer aussi d'anticiper au maximum ce dont on va avoir besoin. C'est pas une fois que votre animal il est profondément anesthésié qu'il faut vous dire oh merde, j'ai pas préparé mon matos pour mes soins de plaie ou pour je sais pas trop quoi. Lorsque vous avez un doute aussi sur votre patient ou sur la sécurité de votre anesthésie, il ne faut pas hésiter à préparer à l'avance de quoi intuber. C'est pas un moment où il fait son arrêt respi qu'il faut aller fouiller au fond de votre mallette de domicile où est ma sonde, etc. Donc voilà, on n'hésite pas à préparer le maximum de choses avant. Et puis bien sûr, si on est à la clinique et qu'on a prévu de se mettre sous gazeuse, eh ben, c'est pareil, combien de fois ça arrive où on arrive avec l'animal qui dort, il faut le brancher et le circuit n'est pas monté. Ça, il faut vraiment l'anticiper. L'objectif, toujours, c'est de pouvoir agir très vite en cas de problème, parce que malheureusement, ça arrive, les problèmes d'anesthésie, et de limiter au maximum le temps anesthésique. Matériel d'intubation, je rappelle au cas où je fais une mini partie là sur l'intubation, s'il y en a qui sont encore pas trop à l'aise. Laryngo, quand on a, c'est quand même nettement plus confortable. Les sondes trachéales, du lubrifiant, des lacets ou un padane, des compresses sèches, éventuellement un anesthésique local, une seringue sèche si on veut pouvoir gonfler le ballonnet, puisque moi j'étais un peu vite. Et pour choisir la taille de la sonde, chez le chien, on peut s'aider donc de la distance entre les deux narines ou en palpant la trachée. Après, c'est souvent quand même une question d'habitude. On n'oublie pas que les races brachycéphales sont souvent sujets à avoir des hypoplasies trachéales, donc avoir un diamètre de la trachée qui est inférieur à ce que ça devrait sur un chien de ce gabarit. Donc, pas hésiter à prévoir d'emblée des sondes un peu plus petites que ce qu'on aurait choisi normalement. Et puis, on va aller viser du coup l'entrée de la trachée entre les arythénoïdes. Donc, je vous ai remis une petite photo de chez le chien à gauche, chez le chat à droite. Et puis, ben voilà, tout simplement, on tire bien la langue. Avec le laryngo, on va venir appuyer euh, à la base de l'épiglotte, jamais sur l'épiglotte, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très sensible, qui va s'irriter très vite, comme les cartilages arythénoïdes d'ailleurs. Donc, il faut faire quand même délicatement avec ces petites zones-là. Et puis, on va mettre notre sonde d'intubation dans la trachée. On n'oublie pas la technique des guides. Lorsque vous avez de la difficulté à intuber un animal parce que c'est la merde, il est tout petit, genre c'est un chaton d'un mois et demi, il y a beaucoup de sécrétions, etc. Les cartilages arythénoïdes sont fermés, vous n'arrivez pas à rentrer dedans. Eh bien, vous pouvez utiliser le système que je vous ai montré ici. Donc là, sur la photo de gauche, c'est des vrais guides exprès d'intubation qui sont insérés à l'intérieur des sondes, mais sinon, vous pouvez utiliser tout bêtement genre une sonde urinaire un petit peu rigide ou un truc comme ça, que vous allez glisser en fait à l'intérieur de votre sonde jusqu'à ce que l'extrémité ressorte. Je ne suis pas sûre que vous voyez ma flèche de souris. Vous la voyez ou pas? Je suis pas sûre que vous la voyez. Yes, c'est Si. bon, on la voit. Ah si, vous la voyez? Ok, bah super. Donc vous enfilez votre truc hop jusqu'à ce que ça ressorte ici. Et en fait, donc vous amenez le lot guide plus sonde vers votre animal. Et en fait, de rentrer juste la petite partie de la sonde qui est toute fine entre vos cartilages arythénoïdes, c'est beaucoup plus facile que de rentrer toute la sonde. Et une fois que le guide il est rentré au bon endroit, et ben vous n'avez plus qu'à faire coulisser la sonde dessus et vous êtes sûr que ça va y aller.
Donc, sur les cas vraiment où c'est difficile d'intuber, il vaut mieux prendre 3 secondes pour prendre un guide et y aller tranquille que de forcer comme un foufou, de taper 25 fois dans les arythénoïdes, que tout devienne enflammé et qu'on ne s'en sorte vraiment plus du tout. Donc, pensez à ça lorsque vous avez des difficultés à intuber. Je me rate 2 petites secondes, je vois que j'ai une question. Est-ce que tu recommandes les anesthésies fixes sur les brachies ad hoc? Moi, je suis un peu réservée. Alors, euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce qu'il y a brachie et brachie. Là, tu mets par exemple les plaies, bah, c'est pareil, il y a plaie et plaie. Si vous avez juste à faire un petit soin local, à mettre 2, 3 points ou 2, 3 agrafes, et voilà, et que vous avez un brachie qui est pas cata, etc. Si vous vous sentez, c'est toujours pareil, c'est une histoire de se sentir ou pas. Sur le principe, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez vraiment un chien qui est très symptomatique de son syndrome brachie, ou alors, et c'est souvent ça, que vous avez des propriétaires qui sont insupportables, qui sont ultra stressés de l'anesthésie, etc., ben, effectivement, ça peut être compliqué de faire une anesthésie de brachie à domicile. Donc, c'est un petit peu à vous de juger. Moi, personnellement, je fais des anesthésies fixes sur les brachies. Typiquement, je sais pas, un épillet sur un brachie, je vais le faire en fixe. Mais c'est différent parce que je sais que j'ai quand même le confort, malgré tout, d'être à la clinique et que si ça part en cacahuète, je peux l'intuber, je peux le ventiler, etc., etc. Donc, je suis pas tout à fait quand même dans les mêmes circonstances que vous, complètement à domicile. Donc, sur le principe, c'est pas du tout impossible d'anesthésier un brachie à domicile, mais je pense qu'il faudra faire attention d'autant plus au protocole qu'on veut utiliser. Et je pense qu'il faudra toujours avoir préparé quand même de quoi l'intuber au cas où. Et malgré tout, toujours aussi avoir expliqué au propriétaire que, une anesthésie, ce n'est pas sans risque. Donc voilà. Mais je peux pas trop dire mieux que ça. C'est laissé à la discrétion du clinicien, comme on dit. Ensuite, on va passer du coup à la surveillance du patient anesthésié. Je vous ai remis le petit tableau ici. Bon, normalement, tout le monde a à peu près l'habitude de ça, de comment est-ce qu'on surveille. L'idée, c'est d'essayer d'arriver dans la catégorie où on a une bonne anesthésie, suffisamment profonde, mais pas trop, et de ne pas basculer justement dans la partie anesthésie trop profonde, où là, on risque d'avoir des effets secondaires trop importants, voire un arrêt respi, voire un arrêt cardio-respiratoire. Donc, ça, c'est toujours très important quand même de surveiller sa profondeur anesthésique pendant que on fait ce qu'on a à faire. Bien sûr, c'est toujours plus difficile lorsqu'on est à domicile parce qu'on est tout seul et qu'on ne peut pas toujours tout faire en même temps. Mais il faut essayer quand même de bien vérifier sa profondeur anesthésique. Après, on va pouvoir aussi surveiller les fonctions cardiaques et respiratoires. Au niveau de la fonction cardiaque, bah déjà, premier truc, les signes cliniques, hein, évidemment. Surtout à DOM, signes cliniques et stéthoscope, ce sont vos meilleurs alliés. Des fois, il n'y a pas besoin d'un monitoring très compliqué pour surveiller une anesthésie. Évidemment, si on a l'opportunité d'avoir un ECG, une pression artérielle, un oxymètre de pouls, c'est le top. Non, mais c'est pas non plus, il n'y a pas que ça. Signe clinique, on va aller vérifier la qualité du pouls, par exemple, la couleur des muqueuses. Attention, si c'est cyanosé, c'est très tardif la cyanose, hein, donc c'est que c'est déjà, c'est que le patient n'est déjà pas foufou, donc il faut vite se bouger. Et puis le TRC, évidemment. L'ECG, qui est le reflet de l'activité électrique du cœur, il va nous donner la fréquence cardiaque et il va nous permettre de visualiser des anomalies électriques au niveau du cœur. Si on a un ECG de branché et qu'on a une valeur de fréquence cardiaque ou un aspect qui est anormal sur l'ECG, avant de passer 10 minutes à brancher et à rebrancher tous les patchs, à remettre de l'alcool, à se dire oh là là, il marche pas bien ce moniteur, là, là, bah, on commence par prendre son stéto et on ausculte notre animal ou alors on prend son pouls, ou enfin on fait quelque chose, parce que des fois, le moniteur il marche très bien et c'est vraiment le patient qui part en cacahuète. Donc il faut toujours savoir replacer les choses dans leur contexte. Bon, sinon je vous ai mis un petit rappel ici sur le QRS, mais c'est pas l'objet de cette présentation. La pression artérielle aussi, que parfois on peut avoir en surveillance anesthésique. Bon, c'est toujours un peu la merde, les moniteurs anesthésiques, ils ont du mal à nous donner des pressions qui sont fiables, mais bon, quand on l'a, c'est tant mieux. Souvent, on a des mesures oscillométriques sur les machines d'anesthésie. Sinon, on peut faire aussi des mesures Doppler.
Mais voilà, c'est rare qu'on ait vraiment ça en routine quand on a une anesthésie. Et après, on va surveiller la fonction respiratoire, toujours en premier lieu avec la clinique. Ça peut être plus facile à surveiller même à domicile tout seul, parce qu'on peut regarder l'animal respirer pendant qu'on est en train de faire nos soins. Si on a une oxymétrie pouls, bah, c'est le top. On peut avoir aussi les détecteurs d'apnée et le must du must, c'est les capnomètres, capnographes. Ça, c'est vraiment le confort absolu. Donc, la fonction respi, bah, évidemment, la fréquence respi. Est-ce que d'un coup, il y a des bruits respiratoires? Est-ce qu'on a des mouvements thoraciques ou abdominaux qui sont pas normaux? Typiquement, par exemple, un animal qui dormait et qui commence à se réveiller peut se mettre à avoir une fréquence respiratoire qui augmente et avoir des tout petits mouvements respiratoires et vraiment une respiration superficielle. Donc ça peut être aussi un indice que votre animal a mal ou alors est en train de se réveiller. Lorsqu'il est branché à son circuit, on peut observer aussi le ballon. Des fois, l'animal est sous les champs et on ne le voit pas respirer, donc on peut voir au niveau du ballon. Et puis, bah, toujours la couleur des muqueuses. L'oxymètre de pouls, ça, j'en reparle quand même voilà, 2-3 minutes. C'est quand même intéressant. En plus, il y a des petits appareils portatifs maintenant qui existent. Je sais que chez nous, à domicile, il y en a certains qui se sont achetés des petits trucs comme ça pour se sécuriser sur leurs anesthésies. Donc, ça mesure la saturation d'hémoglobine en oxygène et les pulsations cardiaques. C'est une mesure qui est colorimétrique, donc malheureusement, qui peut être sujette à pas mal d'artefacts. S'il y a trop de lumière ambiante, si les muqueuses sont colorées, si l'animal il bouge, si les muqueuses sont trop sèches, etc., ça peut modifier la mesure. Où est-ce qu'on va placer notre capteur? Attention, c'est le sens de la lumière rouge qui est intéressant. Donc, soit on va le mettre en face ventrale de la langue, c'est le truc le plus classique. On peut mettre aussi à l'intérieur de la babine, en face interne de l'oreille, à condition que l'oreille soit rose, que ce soit pas trop épais, etc., etc. On peut le mettre au niveau du prépuce ou de la vulve aussi. Au niveau du pli inguinal, lorsqu'on a des animaux qui ont une peau fine avec une peau blanche, ça marche. Et puis au niveau des doigts ou des coussinets, s'ils sont blancs chez le chat. Et l'objectif, c'est d'avoir en moyenne une SPO2 supérieure à 95%. Bon, on peut trouver des valeurs différentes selon les bouquins, qui ont les 96, 94, c'est un peu variable, mais c'est à peu près ça l'idée. En dessous, on est en hypoxémie, donc on a une oxygénation qui est insuffisante. Et attention, la valeur n'est interprétable que lorsque la courbe est jolie. Donc la courbe, elle va se baser sur des pulsations qui sont artérielles. Donc, si votre courbe est jolie comme sur le moniteur du haut, ça veut dire que votre signal il est bon et que du coup la valeur elle est fiable. Lorsque vous avez un signal qui n'est pas bon, comme les exemples que vous avez en bas, si la valeur elle est bizarre à côté, ben, il faut déjà commencer par remplacer le capteur, avoir une belle courbe avant d'interpréter notre valeur. Donc voilà, en haut c'est bien, en bas, non, pas bien. Donc voilà, remplacer le capteur, humidifier les muqueuses, changer de site, parce que des fois, notamment si l'animal est vigile, c'est pas facile de lui prendre une SAT. Donc des fois, on va essayer différents endroits, voir si on arrive à avoir un meilleur signal ailleurs. Et puis après, on a la capno. Là, c'est la mesure du pourcentage de CO2 dans l'air expiré, qui est retranscrit sous forme de courbe. Et en anesthésie, on veut que ce soit entre 35 et 45%. Et du coup, là, avec ma petite flèche, je vous remonte. Donc ça, c'est vraiment le temps expiratoire où du coup, la quantité de CO2 dans l'air expiré augmente. Donc c'est pour ça qu'on a la courbe qui monte. Et après, au niveau de l'inspiration, forcément, cette quantité en CO2 diminue. Et donc c'est pour ça qu'on a la courbe qui descend. Et après, on atteint le plateau. Et on voudrait que ça redescende à zéro ici. Ça veut dire qu'en fin d'inspiration, on est bien à zéro et qu'il n'est pas en train de réinhaler son propre CO2. Des petits exemples de courbes qu'il faut savoir reconnaître. Ça, c'est une courbe normale, tout va bien, ok, avec un CO2. Donc, end-tidal CO2, c'est le CO2 en fin d'expiration qui est à 46, donc c'est limite haute en anesthésie. Ça, c'est aussi une courbe qui peut paraître bizarre, mais en fait, qui est complètement physiologique. Et c'est juste les petites oscillations que vous voyez ici, c'est simplement les battements cardiaques. Parce qu'on a une fréquence respiratoire qui est à 6, donc qui est assez basse. Donc, il y a beaucoup plus de battements cardiaques que de mouvements respiratoires. Et mine de rien, le cœur, c'est un gros muscle entre les deux poumons. Et donc, quand il bat, il fait bouger les poumons. Donc, ça donne ces petites oscillations-là sur la courbe. Mais là, tout va bien, notre animal est sain. Ça, c'est un animal qui a probablement mal ou qui est en train de se réveiller.
qui a du coup une fréquence respiratoire qui est très importante, à 22, avec une respiration qui est superficielle. Et on voit que là, justement, la courbe de base ne redescend pas à 0, donc il réinspire son propre CO2. Et ça, c'est du coup un animal où on voit qu'il y a de moins en moins de CO2, ce qui n'est pas normal. Et en fait, c'est le signe d'un arrêt cardiaque. Du coup, le CO2 n'est plus amené au niveau des poumons. Donc là, c'est la mort. La température aussi, toujours penser à suivre la température chez notre patient anesthésié. Il va être endormi, tondu, mouillé, il se refroidit très vite et plus il est froid, plus il va mettre du temps à se réveiller. Donc ça, souvent, c'est assez facile à gérer à la clinique parce que on est équipé et puis souvent il va rester à la clinique derrière, donc c'est pas un problème. Mais à domicile, anticipez bien la diminution de la température chez vos patients. Et puis après, la surveillance post-anesthésique. Donc, on a l'animal qui va se réveiller. Il ne faut pas négliger ce moment d'ailleurs du réveil. Il faut stimuler l'animal sans le brusquer, vérifier qu'on a un retour du réflexe de déglutition. On continue à surveiller la température. Et ça arrive que notre animal fasse un réveil dysphorique, qui soit très agité, qui hurle, qui se jette un peu partout. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à le resédater un petit peu, juste pour qu'il se réveille plus calmement. Et puis typiquement, des fois, ça va dépendre aussi du protocole qu'on utilise. Admettons, vous faites une anesthésie Medetto-Keta, le truc super classique que beaucoup de vétos utilisent. Vous faites Medetto-Keta pour je sais pas quoi, moi une petite plaie. Hop, vous faites ça et après vous réversez votre Medetto. Ce qui fait que qu'est-ce qui reste dans votre animal? Seulement la kétamine qui peut avoir une durée d'action de plusieurs heures et la kétamine tout seul, ça rend très dysphorique. Et donc c'est là où vous pouvez avoir justement un réveil un peu violent de votre animal. Donc, des fois, il faut réfléchir, est-ce que c'est intéressant ou pas de réverser en fonction des molécules qu'on a utilisées. Le suivi post-anesthésique qui va durer plusieurs heures, ça ne veut pas dire forcément que vous devez rester au chevet de votre animal pendant tout ce temps, mais en tout cas, il faudra quand même avoir une période de vigilance et recommander éventuellement au propriétaire de surveiller certaines choses. Il faut que notre animal il reprenne sa petite vie, qu'il urine, qu'il fasse ses selles, après qu'il remange un peu plus tard, suivi de température, et on n'oublie pas bien sûr de gérer la douleur de notre animal sur ces phases post-anesthésiques. Et pour terminer, un petit mot rapide sur la réa. Donc, je vous ai remis le petit schéma donc, qui est publié par le Recover, hein, ceux qui font les recommandations mondiales sur la réa au niveau vétérinaire. Donc, on va redétailler ça. Donc, réanimation, qu'est-ce qu'il faut faire lors d'une réa? En premier, c'est masser, c'est ça le plus important. Ensuite, on va intuber, ventiler. On va mettre un monitoring si on a. On pose une voie veineuse si on n'avait pas encore de cathé. On administre les drogues d'urgence. Évidemment, on n'oublie pas en parallèle de réverser toutes les molécules anesthésiques qu'on peut si jamais il y avait, notamment les alpha-2. La réa à 2, c'est difficile. Il faudrait être au moins 3 pour faire une réa efficace. Tout seul à domicile, sur une vraie réa, très franchement, c'est impossible. Mais vraiment, enfin, franchement, c'est impossible. Mais parfois, vous pouvez être amené à faire une réa ou un semblant de réa, tout simplement parce que pour les propriétaires, ça va être important de se dire que vous avez tout fait, vous avez tout tenté. Au fond de vous-même, vous saurez probablement que cette réa ne sert strictement à rien, mais ça peut être important de le faire quand même, juste pour voilà, pour le ressenti du propriétaire qui sera certain qu'on a vraiment tout fait pour son animal. Excusez-moi, je m'interromps 2 secondes pour une petite question de Barbara. Pour rebondir, du coup, tu réverses sur Medetto-Keta. Alors, très sincèrement, moi, je ne fais jamais de protocole où il n'y aurait que Medetto-Keta. Je fais toujours un opioïde. Potentiellement, il aurait aussi une benzodiazépine, par exemple. Donc, dans ces cas-là, s'il a eu d'autres choses, je serais moins inquiète à réverser Medetto-Keta. Mais ça, ça va dépendre, ça va dépendre. S'il a eu une grosse dose de Keta et que tu sais qu'en le réversant, il va rester plus que cette grosse dose de Keta, je sais pas, peut-être il faut lui faire autre chose avec pour le détendre un peu parce qu'il risque quand même de faire une réaction euh, potentiellement un peu énervée sur sa kétamine. Si jamais c'est un animal qui est hospitalisé, typiquement par exemple chez des vétos généralistes où ils font Medetto-Keta pour une ovario de chatte, on n'est pas obligé de réverser la Medetto et on le laisse émerger tranquillement, c'est tout à fait possible.
Si vous êtes à domicile, c'est sûr qu'il y a un moment, il faut quand même qu'il se réveille, hein. Donc, vous ne pouvez pas partir en le laissant anesthésié. Donc, pourquoi pas réverser. Si vous avez une grosse dose de Keeta, bah, peut-être à ce moment-là, mettre autre chose avec qui va être pas trop sédatif pour que justement il se réveille, mais que quand même il soit un peu détendu. Donc, bah, par exemple, un opioïde et ou une benzodiazépine. Je pense que c'est pas complètement aberrant de faire ça. Donc, on revient sur notre réa. Donc, tout ça pour dire que difficile, la réa, franchement, très, très difficile. Lorsqu'on n'a qu'un arrêt respi, ça va, ça se gère. À partir du moment où on a un arrêt cardio-respi, très difficile. Donc, on va revenir sur les différentes étapes. Le massage cardiaque, c'est vraiment la première chose à faire sur un animal en arrêt. Si jamais il est en apnée et qu'on a un doute sur le pouls, on masse quand même et on verra après. Parce que si on perd du temps, on est vraiment foutu. On va mettre notre animal en décubitus latéral. Et puis la position du soignant. Donc là, sur cette photo-là, qui était une vraie réa qui se passait au SAMU, le veto, là, l'étudiant, il est presque un peu bas par rapport à son patient. Il mériterait être un petit peu plus vertical comme ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir les bras bien tendus avec les coudes bloqués pour masser vraiment avec le buste et pas avec les biceps parce que c'est très fatigant un massage cardiaque. Et donc, si vous massez juste en fléchissant les bras en fait et en appuyant avec juste les bras, vous allez vous épuiser. Donc il faut vraiment verrouiller les coudes et vraiment masser avec tout le haut de votre corps. Et on peut mettre les mains l'une sur l'autre, des fois on croise les doigts, ça dépend un peu des préférences de chacun. Quel type de massage on va faire? Pour les chiens qui ont un thorax rond, on va utiliser la pompe thoracique. Donc, on va se mettre à l'endroit le plus large du thorax, donc là où il y a la flèche bleue juste ici. Et en fait, la pompe thoracique, pourquoi? Parce qu'on va appuyer sur le thorax, ça va appuyer sur les poumons qui vont appuyer sur le cœur, et c'est ça qui va masser le cœur. À l'inverse, lorsqu'on a un animal qui est plus levretté, ou on a un cœur qui est plus bas dans le thorax, on va utiliser directement la pompe cardiaque et on va aller masser plus bas au niveau du tiers ventrale du thorax et on va aller masser directement sur le cœur. C'est également ce qu'on va faire sur des petits animaux, des petits chiens ou des chats, où on va aller souvent à une seule main, masser au niveau du tiers ventral du thorax directement sur le cœur. Et dernière exception, c'est les chiens à thorax plat. Donc là, vraiment, le bulldog anglais hypertypé ou alors le bully ou des choses comme ça qui sont vraiment, en fait, avec une conformation plus humanoïde. Et bien là, on va aller utiliser la pompe cardiaque, mais en massant directement avec l'animal sur le dos, comme un petit humain, et on va aller masser directement sur le cœur comme ça. Les caractéristiques du massage, donc souvent on le sait, on peut masser sur le rythme de Staying Alive des Bee Gees. Ça vous permet de chanter dans votre tête et de masser en même temps. On va faire à peu près 100 à 120 compressions par minute. Et attention, il faut quand même enfoncer de 1/3 à 1/2 de la largeur du thorax, qui est énorme. Donc il faut vraiment appuyer fort pour avoir un massage qui est efficace. Et normalement, on fait des cycles ininterrompus de 2 minutes, ce qui est très long et très fatigant. Ensuite, on a la ventilation. Si cet animal n'est pas intubé, il faudrait l'intuber en urgence avec la sonde de plus gros diamètre possible et on gonfle le ballonnet si on a des fuites. Et puis, idéalement, on met l'animal sous oxygène. Évidemment, s'il était déjà intubé et sous ISO, on pense à couper l'ISO, bien sûr. Et puis, bah voilà, après, il faut le ballonner. Donc, soit vous avez les ambubags souvent à domicile, à la clinique ambubag ou le ballon de la machine d'Anest. Et après, on va donc le ventiler à 10 insufflations par minute, donc une insufflation toutes les à peu près 6 secondes avec un temps inspiratoire d'1 seconde. C'est-à-dire que on va maintenir cette petite pression inspiratoire pendant 1 seconde. On ne fait pas juste pchut et on arrête, quoi. Il faut quand même remplir le poumon. Attention, si vous avez un manomètre, à jamais dépasser 20 cm d'eau, sinon on risque de faire un barotrauma. Il existe la technique du bouche à nez, qui est décrite toujours dans ces recommandations du Recover, où on va venir fermer hermétiquement la bouche avec la main et on va venir insuffler au niveau du nez en essayant de faire un hermétique en fait avec sa bouche autour du nez. Et on peut faire en fait 30 compressions cardiaques suivies de 2 insufflations. C'est un peu les trucs qu'on retrouvait aussi avant en humaine quand on faisait massage cardiaque et bouche à bouche. Personnellement, je ne le ferai pas. Déjà sur mon propre chien, je ne sais pas si je le ferai. Alors sur le chien de quelqu'un d'autre, non merci.
Si vous êtes à la domicile et que le propriétaire il a envie de participer, vous pouvez lui faire du bouche à nez. Mais franchement, voilà quoi. C'est vous qui jugerez. Et puis bah, après, on a bien sûr les drogues d'urgence. Donc si on n'a pas de cathé, bah, il faut essayer de poser un cathé. Alors là, une fois de plus, on voit vite hein, les limites de être tout seul ou à deux. Parce que quand il faut masser, plus intuber, ventiler, plus poser un cathéter, ce n'est pas possible. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Si on n'arrive pas à avoir une voie veineuse, parce que c'est extrêmement difficile de poser un cathéter sur un animal qui est en arrêt cardiaque, on peut réfléchir à mettre un cathé intraosseux si on sait le faire. Ou alors, on peut éventuellement administrer les drogues d'urgence par voie intratrachéale. Donc, on glisse une sonde d'intubation, une sonde urinaire, une sonde de ce que vous voulez dans la. Non, j'ai dit une sonde d'intubation, une sonde de réalimentation, une sonde urinaire dans la sonde d'intubation pour arriver jusqu'au niveau bah, de où on peut, les bronches de bronchiole. Et on va instiller nos drogues de réa dans la petite sonde qu'on vient de mettre. Et après, on flush avec de l'air pour pousser nos drogues de réa jusqu'au fond. C'est quand même pas très efficace, hein, on peut se le dire, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, quand on peut rien faire de mieux, on peut à minima faire une intratrachéale. Les molécules à préparer, c'est l'adré et l'atrope. Donc 0,01 ml/kg pour l'adré, 0,04 ml/kg pour l'atropine. Et on va faire successivement adréatrope. Souvent, on va pas faire plus de 2 doses d'atropine et on fait des injections d'urgence toutes les 3 à 5 minutes. Et il est possible de finir avec une dose forte d'adrénaline. On fait 10 fois la dose. Au bout de 20 à 25 minutes, quand on n'a aucun résultat, il faut réfléchir à arrêter l'ARIA. Très souvent, on va s'arrêter largement avant ces 20-25 minutes parce que, bah, surtout quand on est tout seul ou même à deux, le pronostic, il est quand même pas bon. Là où on a vraiment une chance de récupérer notre animal, c'est sur les accidents anesthésiques, sur un animal qui est pas en train de mourir de sa maladie, qui est vraiment c'est un accident anesthésique. Là, ça vaut le coup d'insister parce que c'est potentiellement les cas qu'on arrive à récupérer. Quand c'est juste l'animal qui est bah, au bout de sa vie littéralement et qui fait son arrêt parce que c'est trop grave, franchement, c'est rare qu'on aille à 25 minutes de rien. Mais bon, sur le papier, c'est ça qui est décrit. Là, c'est de nouveau un petit résumé des différentes étapes si vous voulez reprendre ça au calme. Voilà donc les petits messages de la fin de cette conf. Sédaté, anesthésie, c'est vraiment un geste qui est très très courant, aussi bien à domicile qu'en clinique. C'est important de connaître bien ces molécules pour adapter notre protocole aux patients. Un protocole adapté, ça veut dire plus de sécurité. Et puis, on essaye de toujours bien s'organiser pour optimiser notre anesthésie et notre surveillance, surtout à domicile où vous êtes globalement dans des conditions qui sont un petit peu plus difficiles où c'est moins pratique, donc il faut être bien organisé. Et l'AREA à domicile, franchement, quasiment aucune chance de réussite, mais ça peut quand même être important de le faire, notamment pour le propriétaire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Merci aux courageux qui sont encore là après 1h20 de conf. Ça va, pas de questions particulières, n'hésitez pas s'il y a des trucs. Bon, bah, de toute façon, après, vous savez que je suis joignable au besoin. Et puis, c'est pas, voilà, hein, l'anesthésie, c'est pas un truc qui est tout à fait complètement défini. C'est toujours complètement adapté à votre patient et à votre situation. Donc voilà. Et petit message aussi, c'est vrai que il faut toujours quand même euh, à la fois réussir à balancer entre je fais des choses que je connais, que je maîtrise. C'est important quand même d'être confortable avec les protocoles qu'on utilise. Et des fois, quand on se rend compte que ben, on n'utilise peut-être pas assez des molécules qu'on a à notre disposition, c'est bien aussi de réussir à élargir un petit peu notre panel d'anesthésiques utilisées pour, bah, voilà, pour pouvoir adapter au mieux son protocole. Quelqu'un a mis juste, j'aimerais repréciser la dose atypum chez le chat. J'étais à un demi-volume et je crois avoir vu sur ta conf un volume que tu Oui, j'ai fait, en passant, je me suis rendu compte que j'avais fait une faute de frappe. C'est bien effectivement un volume chez le chien, un demi-volume chez le chat. Et je précisais juste que même un demi-volume chez le chien
pour la dexmédeto, souvent, c'est largement suffisant. Et oui, oui, tu as tout à fait raison, c'est une erreur de frappe. C'est un chez le chien, un demi chez le chat. Et toi, tu utilises quoi comme protocole d'anesthésie avant euthanasie? Alors ça, c'est une bonne question aussi de Myria. Alors déjà, il y a ce que je n'utilise pas. Je n'utilise pas d'acépromazine parce que c'est trop long. Donc l'intérêt est quand même très limité. Le but d'une euthanasie, c'est pas de devoir attendre une demi-heure pour avoir les effets de notre anesthésie. Donc déjà, je n'utilise pas d'ACP. Ensuite, ben, c'est moche de réfléchir comme ça, mais bon, il y a un moment, voilà, il y a aussi des considérations financières. Je vais pas forcément utiliser les molécules qui coûtent le plus cher pour ben, anesthésier un animal qu'on va malheureusement devoir euthanasier derrière. Donc c'est vrai que, bah, par exemple, du midazolam, ça coûte, mais vraiment, ça coûte les yeux de la tête. Bah, je vais pas faire du midaz sur voilà, une molécule que je vais considérer comme précieuse sur un animal qu'on va euthanasier. Donc, ben, souvent, je vais faire quand même, par exemple, du butor, parce que même si c'est pas donné, c'est vraiment une molécule qui sédate très bien, très doucement, mais assez fort quand même. Et même sur des animaux qui, par exemple, qui convulsent, qui sont en détresse respi, ou potentiellement le moment de l'euthanasie pourrait les faire partir en cacahuète, où ils se mettraient bah, à convulser plus ou des choses comme ça. J'aime bien utiliser le butor pour ça. Et puis, ça peut m'arriver de mettre un peu de Médéto, de mettre de la Keta, de mettre de l'Alfaxan. Souvent, je vais faire un espèce de petit cocktail où je vais prendre plusieurs trucs à des petites doses, mais qui fait qu'à la fin, il dort vraiment super bien. Donc, ça peut paraître complètement excessif de faire ce protocole-là pour une ETA, mais c'est vrai que souvent, je vais faire Butor, Médéto, Keta, Alfaxan. Bah voilà, toi t'aimes bien Medito, Butor Keta, voilà. En tout cas, pas Keta tout seul, ça c'est sûr, mais Medito, Butor Keta, très bon protocole pour faire dormir, je pense, un animal avant une euthanasie. Après, ça, je sais que c'est très, très, très véto-dépendant. Il y en a qui mettent directement du Dolétal dilué pour faire dormir aussi. Moi, je suis un peu frileuse par rapport à ça parce que j'ai déjà eu des cas qui mouraient directement alors que tu dis aux gens, il va d'abord s'endormir et en fait, il voit bien qu'il est mort. Donc, j'avoue, moi, j'aime pas trop faire ça. Mais oui, oui, ça, c'est des protocoles qui fonctionnent très bien. Voilà, tout à fait. Mais des taux butorqueta, c'est pas effectivement un protocole qui est hyper cher, donc il y a pas de souci. Mais ça, c'est vrai que chacun a souvent sa petite sauce. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et puis, très bonne fin de semaine à tout le monde et bon courage pour ceux qui bossent. Merci encore, Calypso. Merci à vous.